Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve comme tous les jours avec le Fear and Greed Index côté crypto qui est toujours frileux dans la peur à 27. Et du côté des marchés US, c'est tout le contraire, on est toujours dans la zone de greed, mais on se rapproche de plus en plus de l'extrême greed avec aujourd'hui 69 points. Et comme rien n'est jamais dû au hasard, vous allez vous rendre compte que l'on doit cette hausse d'optimisme à Powell. Je vous laisse découvrir tout ça dans le Zap. Installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. L'argent et l'appât du gain capturent notre imagination plus que toute autre chose. Parce que, comme le dit Schopenhauer, il représente la satisfaction abstraite de tous nos désirs. L'argent, dans le monde d'abondance dans lequel nous vivons, c'est du potentiel pur. Les marchés dont nous avons discuté aujourd'hui sont en grande partie sous-tendus par des dynamiques comportementales. Peur, euphorie, cupidité, FOMO, stress. Ces dynamiques alimentent les bulles réflexives que nous avons décrites plus tôt. Tant que les hommes désireront, ces bulles continueront d'exister, parce qu'elles sont alimentées par ce qu'on appelle l'opium en anglais, et ce qu'on pourrait traduire en français par l'hespéroïne. Les médias, en effet, ont rendu plus accessibles que jamais les signes extérieurs de richesse des gens les plus fortunés du monde. Leurs dépenses extravagantes attisent le désir mimétique et font tourner tous les casinos, toutes les loteries et toutes les plateformes de trading du monde. Le système financier souffle aussi sur les braises de notre désir, puisque dans l'ordre actuel des choses, épargner et investir, c'est la même chose. Mais ça, c'est un sujet pour un prochain épisode. Savoir identifier en soi ces fameuses dynamiques comportementales, ces frustrations et ces désirs, et savoir les apprivoiser avec scepticisme et patience, c'est sans doute la meilleure edge, le meilleur avantage comparatif que nous puissions avoir dans le monde curieux et autoréférentiel dans lequel nous nous trouvons. En parlant ensuite de Multivers X, donc c'est le nouveau nom de Elrond, on a appris hier que Elrond, donc EGLD, va apparaître dans un film. Donc il y aura un film, apparemment c'est un film franco-américain avec une grosse production, et du coup dedans en fait ce sera consacré aux crypto-monnaies, et ils vont parler de Elrond, donc de Multivers X, donc ça fera une énorme pub, donc c'est prévu pour l'année prochaine, affaire à suivre en tout cas, c'est assez incroyable. Pour finir, j'avais juste une petite news sur Serum, l'exchange décentralisé qui était lancé sur Solana, qui avait été lancé, on va dire, par Alameda avec des liens très très étroits avec Alameda et FTX. Donc ils sont en train de dire c'est bon, écoutez, le Serum c'est mort. On va plus parler de Serum. Il y a la communauté qui a créé un nouvel exchange qui s'appelle OpenBook, et même le token Serum, le SRM, et ben il y a en fait peu de chances qu'ils soient encore utilisés, on n'en sait rien, c'est incertain, on ne sait pas qu'est-ce que ce token va devenir. C'est en cours de discussion, on va dire, au niveau de la communauté OpenBook, est-ce qu'ils vont utiliser ou pas le token SRM sur quelque chose. Donc voilà, une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont du Serum. Mais voilà, disons que pour l'écosystème Solana, ils ont forqué le projet, ils ont pris un autre ils ont pris le même code, ils ont déployé juste en enlevant les droits que FTX Alameda avait sur le projet, et voilà, et l'exchange tourne actuellement. C'est le personnage préféré de Peter, son meilleur ami, son nouvel ami d'enfance, Do Kwon. Ça n'arrête pas, nouvelles infos. Il y a des mandats d'arrêt contre des mecs qui sont plus chez Terra depuis plus de 2 ans, mais on veut les arrêter quand même. Allez. Ouais, son beau-frère, son frère, son cousin, son oncle. Alors attends, c'est quand même assez drôle. C'est que là, il y a des mandats d'arrêt contre tout le monde. Des mecs qui sont là depuis même plus de 2 ans, ils ont disparu de la circulation, sauf Do Kwon. Parce que Do Kwon, laisse-le tranquille. Do Kwon, il est rigolo, il alimente Twitter et Twitch, et voilà, la communauté a besoin de ça. Non, mais j'avoue, franchement, il est drôle parce que quand il a fait son Space Twitch, quand il est arrivé en plein live pour parler justement de la chute de FTX, le mec s'est ramené, il a dit « Salut, vous avez vu chute de FTX ?» t'es pas recherché, toi? C'est arrête-moi si tu peux, tu vois. C'est pareil. Ouais, mais enfin, arrête-moi si tu peux. Bon, c'était quand même, ça avait un peu plus de gueule. L'autre, il est où maintenant? Il est au Qatar, alors c'est ça, Do Kwon? Ouais, il est aux Émirats, aux dernières nouvelles. Il a fait Singapour, Émirats. Bon, écoute, on va retourner sur Do Kwon. Hein. Apparemment, il y a eu des saisies qui ont été faites pour, je sais pas, minimiser la perte des investisseurs. J'ai envie de te dire, la perte des investisseurs, elle est tellement colossale que j'aimerais bien qu'ils minimisent ma perte. Déjà, je sais pas comment ils vont faire, mais moi, j'ai fait une croix dessus, en tout cas. Et là, on apprend qu'il y a 7 personnes en plus de l'entourage de Terra, donc des développeurs. Il y a un peu de tout, là, toute la salade, les cousins, les oncles, le beau-frère, la voisine de palier, peut-être, de Do Kwon. Enfin bon, ils sont une petite équipe.
C'est une petite équipe. Et donc, la Corée, ils sont chauds. Hein. Donc, mandat d'arrêt international. Bon, la même chose qu'à Do Kwon. Ça va pas empêcher de pas attraper Do Kwon. Hein. Mais en attendant, tout le monde va être un petit peu sur la corde raide. Là. Tu vois, en plus, il dit, j'ai quitté Terraform Labs 2 ans avant l'effondrement de Terra et Luna. Et j'ai rien à voir avec ça. C'est quand même écrit noir sur blanc. Oui, parce que là, il l'accuse d'avoir dumpé au top de marché les tokens qu'il avait eu en pré-sale. Et lui, il dit, mais c'est pas vrai, je les ai dump il y a 2 ans, moi, en arrière. Peut-être qu'il y a 2 ans en arrière, c'était le top du marché, hein, on sait pas. Peut-être pour la SEC coréenne. Je sais pas comment ils font leur calcul, hein, mais si c'est comme ça, bon, bref. Ouais, je pense justement qu'ils en font pas. Non, tout ce qui touche de près ou de loin à Terra, allez, ça dégage. Ils lui ont fait comme ça, Do Kwon. Si tu continues, on va t'enlever ton passeport, Do Kwon. Tu comprends ce que je te dis? Il a souri comme un, il a giflé avec son passeport, il a dit Yannick Taras. Je pars au Qatar. Et actuellement, 4 millions de Salvadoriens sur 6,6 millions l'ont déjà téléchargé et utilisé au moins une fois, souvent pour récupérer les $30 offerts par l'État. L'information la plus importante est que 28% des Salvadoriens ont un wallet Bitcoin encore actif en 2022 et que 21% ont utilisé au moins un paiement en Bitcoin récemment. Ces chiffres vous semblent certainement faibles, non? Vous ne vous attendiez pas, j'espère, à une adoption massive par baguette magique. Malgré tout, au Salvador, il y a déjà plus de comptes Bitcoin actifs que de comptes bancaires actifs. Alors, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Le résumé en quelques minutes, c'est assez compliqué, mais Bitcoin, en fait, c'est simplement un protocole qui a été lancé par Satoshi de façon anonyme en 2009. Et la promesse de Bitcoin, c'est d'avoir une alternative au système financier, en fait. C'est aussi simple que ça, c'est d'avoir un protocole libre d'utilisation pour envoyer librement, sans intermédiaire de confiance, de la valeur sur Internet. Et cette chose paraît bête, mais en fait, c'était pas du tout possible. Et encore aujourd'hui, il y en a très très peu des projets sérieux qui peuvent permettre de faire ça. Et quand on dit envoyer de la valeur sur Internet sans intermédiaire, ça veut dire sans censure, sans contrôle. Et même ça, aujourd'hui, dans le milieu des crypto-monnaies, c'est très compliqué de l'avoir. Et donc Bitcoin, c'est ça. C'est la promesse que demain, aujourd'hui, et depuis 10 ans, on peut simplement se dire, vas-y, je vais t'envoyer quelque chose, un jeton digital en l'occurrence qui s'appelle Bitcoin, de moi à toi, via Internet. Sans personne au milieu, sans que personne peut nous arrêter. Et le mieux, comme c'est sur Internet, on a les caractéristiques d'Internet qui se mettent dans cette nouvelle monnaie. À savoir un envoi instantané, rapide, sécurisé, partout dans le monde, sans frontières, avec des frais relativement abordables. Et toute cette promesse, c'est Bitcoin. C'est arrivé en 2009, mais il y avait déjà eu des tentatives de Bitcoin, entre guillemets, de e-cash dans le passé. Il y a eu Bitgold, enfin il y en a eu 4, 5, 6 par les cypherpunks. Donc Bitcoin, c'est une vieille idée qui a été remis à l'ordre du jour par Satoshi en 2009 et qui aujourd'hui finalement a marché. Donc après avoir essayé et raté genre 6 fois, 7 fois, Bitcoin a réussi et ça a été un tsunami qui aujourd'hui est le marché que vous connaissez, donc Bitcoin et également toutes les autres crypto-monnaies, un marché qui pesait des trilliards, un marché qui fait peur aux banques centrales, un marché qui fait peur aux banques traditionnelles, un marché qui fait qu'aujourd'hui toi et moi on parle là à 21h, donc c'est un marché qui représente 300 millions de personnes aujourd'hui, 7 milliards dans le futur, et tout ça a été possible grâce à simplement quelques lignes de code par quelqu'un qui a disparu. Donc grosso modo, d'où vient Bitcoin? Ça vient du dark web, ça vient des fins fonds d'une philosophie cypherpunk de liberté. Revenons en Europe où la Banque Centrale Européenne reste très virulente au sujet de Bitcoin. En effet, dans une note sur leur blog, l'institution a déclaré que Bitcoin n'était pas un système de paiement ni un instrument d'investissement, mais plutôt un outil de spéculation qui devrait être encadré comme un instrument de pari ou de jeu. Et il considère également que la récente stabilisation de Bitcoin s'apparente à, je cite, un dernier sursaut déclenché artificiellement avant de prendre le chemin de l'insignifiance. Donc pour eux, alors que de nombreux régulateurs sont en train d'encadrer le secteur des cryptos, il ne faut pas que cela soit perçu comme une approbation. Bref, alors qu'une partie du Parlement européen semble vouloir s'ouvrir progressivement à Bitcoin et au secteur des cryptos, la Banque Centrale Européenne reste toujours aussi fermée et continue de considérer Bitcoin comme une fraude sans valeur et qui finira par s'effondrer. Donc, première donnée économique qu'on a eue ce matin, qui n'est pas très positive là, pour les marchés, en fait, c'est les ouvertures de postes aux États-Unis, donc 10,3 millions de postes présentement offerts sur le marché du travail. Pourquoi c'est pas très positif? Eh bien, c'est parce que si vous regardez du côté des chômeurs, en octobre, on avait 6 millions de chômeurs sur le marché américain. Donc, on a essentiellement
1.6, 1.7 emplois disponibles pour chaque travailleur qui est à la recherche d'emploi. Donc, ce qui montre que le marché d'emploi est très, très, très serré. Donc, la demande dépasse l'offre de travail. Maintenant, autre donnée qu'on a eue ce matin, c'est la révision du PIB américain, donc la croissance américaine qui a été révisée à 2,9% pour le troisième trimestre de 2022. Initialement, la mesure était sortie à 2,6%, donc révision positive. Ce qui veut dire que, en fonction des prévisions de la Réserve fédérale d'Atlanta, on devrait terminer l'année aux États-Unis avec une croissance qui est positive. On s'attend au quatrième trimestre à avoir une croissance de plus de 4%. Donc, la récession technique qu'on a eue en début d'année devrait laisser place à une réelle récession à partir de la mi-2023. Du moins, c'est ce que les marchés anticipent et c'est ce que j'anticipe personnellement. Monsieur Powell est arrivé pour nous exprimer sa vision de la suite des affaires. Alors c'était un truc à moitié, c'est-à-dire à moitié une surprise, puisque depuis la publication du CPI il y a quelques semaines, on s'attendait clairement à un changement de tendance de la Fed, mais hier il l'a confirmé. Alors le CPI qui baisse, c'est 10% de hausse sur les marchés grosso modo, sur le Nasdaq entre autres. Par contre, alors, quand il vient nous confirmer qu'effectivement, il est un petit peu en train de changer son fusil d'épaule, c'est 4% sur le Nasdaq de hausse à cause de ça. Donc c'est vraiment, on apprend à chaque fois, on vous redit la même chose, mais on monte quand même. Donc je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer le 14 décembre, quand il va annoncer que finalement, il ne monte les taux que de 0,5%. Alors c'est justement ça qui est intéressant, hein. Le marché, il est chaud bouillant parce qu'on monte les taux que de 0,5%. Et on monte quand même les taux, hein. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui sont là depuis moins d'une année dans le monde de la finance, dans le monde merveilleux de la finance, que si on regarde un petit peu par le passé, quand on faisait des hausses de taux de 0,25, c'était déjà énorme. 0,50, on était en train de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre parce que c'était la fin du monde. Mais là, on nous balance des 0,75 de hausse à chaque fois, mais là, on nous dit, ah, maintenant, on va être sympa, on devient moins agressif, on continue à monter les taux, mais moins. Mais moins, et moins, c'est 0,5. Alors en gros, pour être très franc, il faut parler très clair. Je vais simplement vous lire la phrase qu'a dit Monsieur Powell, cette phrase qui a tout déclenché. Le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait venir dès la réunion de décembre. Alors vous le voyez, cette phrase comme ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut simplement dire qu'éventuellement peut-être il s'autorise à penser qu'il se pourrait, c'est pas complètement sûr, qu'il modifie sa manière de monter les taux. Donc simplement passer de 0,75 à 0,5. Alors j'imagine qu'il y a des méga bullish ou des méga optimistes qui vont dire oui, mais peut-être qu'il va faire du 0,25. Franchement, on n'en sait rien parce que si vous lisez bien la phrase, il se pourrait, sauf erreur, c'est du conditionnel, hein, c'est pas du certifié. Donc il faut quand même faire un tout petit peu attention. Mais enfin bon, pour l'instant, le marché, il est assez binaire. Il entend ça, forcément, il monte. Ensuite, sur dollar index, on est en train de transpercer le ruban. On a déjà inversé la tendance en vue journée. On essaie maintenant de l'inverser en vue hebdomadaire. Si on transperce le ruban, qu'on casse les 104 points, on dump, on va chercher le bas de canal en vue long terme. Et vous aurez, encore une fois, un signal d'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos. Parce que tous ceux qui ont du dollar vont vouloir s'en séparer pour acheter d'autres actifs. Du S&P, du Nasdaq, et potentiellement également du Bitcoin. Parce que sinon, on va pas garder des stablecoins, on va pas garder du dollar alors que ça crache. Donc, pas naïf, attention, on est sur bande basse de Bollinger, on est en train d'essayer de transpercer le ruban, mais c'est pas encore tout à fait fait. Niveau à surveiller à 104 points, je répète, sur dollar index. Sur le momentum en monthly, vous voyez que on est sur donc ça c'était le mois passé, on est sur un pâlissement du MACD, donc ce mouvement de vente se calme. Ici pour l'instant, on n'a qu'une journée dans ce mois-là, donc on peut pas vraiment dire. Et pour le moment, pas de point d'achat sur le Cypher, c'est-à-dire que cette vague-là ne se ferme pas. En tout cas, pour le mois de novembre, elle décide de ne pas se fermer. Peut-être que ça sera pour décembre. Vous comprenez que sur le Cypher, les points d'achat sont relativement forts puisque on en avait eu un ici et ensuite vous voyez qu'on n'en a pas 50 000 non plus dans l'année hein, sur le Cypher. C'est extrêmement clair et précis. Je vais me mettre ici sur l'indice peut-être pour que vous puissiez vraiment avoir un peu plus d'historique.
Mais globalement, quand vous avez un point d'achat sur le Cypher, alors oui, vous pouvez avoir un tout petit faux mouvement, mais globalement, vous le voyez, ça vous donne à peu près 6 mois de tendance. Hein. Ici, pareil, point d'achat, 6 mois de tendance. Ici, faux point de vente, où en fait, on a juste corrigé assez fortement pendant 2 ou 3 mois. Ici, point d'achat. L'avantage du Cypher, c'est qu'effectivement, au plus vous reculez en termes de time frame, au plus vous avez des confirmations éventuelles que quand vous êtes en tout cas en bas de quelque chose, eh bien, on repart pour des tendances assez longues à la hausse, voilà. Néanmoins, voilà pour le moment où on en est en monthly. Clôture qui n'a pas rattrapé le niveau des 18,5 de la clôture précédente, ou je ne sais plus à combien on était. Oui, c'est ça, quelque chose comme 19, 20 000, autant pour moi. Et concrètement, eh bien, on a, oui, c'est ça, on était à 20 400 à l'ouverture. Concrètement pour moi, eh bien, le momentum en monthly est plutôt en train de montrer une fin de mouvement vendeur. Maintenant, reste à savoir combien de temps il va falloir pour que tout ça se mette en place. Et pour ceux qui sont tétanisés à l'heure actuelle, qui ne savent plus prendre de décision, je vous montre un truc très con, mais actuellement, le prix de production plancher, il est environ à 11 000 $. Ok. Il faut savoir que ce prix de production plancher, généralement, on n'y revient pas. On s'en approche, mais on ne vient pas le chercher. On s'en rapproche, par exemple, 2020, on était venu à 3009, mais le prix de production était à 2004. Ici, on était venu à 3000 et le prix de production était environ à 1 000 $ à peu près. Pour vraiment, ça c'est le prix de production plancher, hein, pour les fermes de mining qui vraiment minent au prix minimal. Sinon, ici, j'ai une moyenne que je vous ai déjà montrée. Actuellement, le prix de production moyen, il est entre 21 000 et grosso modo 12 700. Donc on est dedans. Il faut savoir que pour tous les assets, et ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour toutes les matières premières, Bitcoin est une matière première parce qu'il a un prix de production. Il faut savoir que pour toutes les matières premières, il y a un prix de production et que la meilleure valeur à acheter, c'est le prix de production. Bitcoin, son prix de production moyen, il est entre 21 000 et 11 000. Donc vous savez que long terme, à l'instant T, si la difficulté du Bitcoin ne s'effondre pas, que vous achetez le prix de production. Donc il y a de grandes chances, que long terme, vous êtes en train d'acheter un bottom possible, même si c'est pas le bottom ultime, vous êtes dans des zones de prix où les bottoms se posent. Par exemple ici, ici, et maintenant possiblement ici. Même si c'est plus bas, long terme, ça reste quand même des prix assez intéressants. Dites-vous bien que ici c'était la fin du monde, ici c'était la fin du Bitcoin, ici c'était la fin des cryptos, ici 2018-2019 c'était la fin des cryptos. Et là ici les cryptos c'est le futur. Ici les cryptos c'est le futur. Ici les cryptos c'est le futur. Et chaque fois que vous raisonnez comme ça, vous avez acheté tous les tops et vous avez vendu tous les bottoms. Voilà, c'est tout. C'est pas que je vous dis qu'il vous faut faire ça ou ça. Je vous dis que là c'est des faits, ce sont sous les yeux, et ça c'est certain. Les gens sont excités ici, et les gens sont déprimés ici, c'est toujours pareil. Donc aujourd'hui, au vu de ce que tu vois là sur le graphique, est-ce que tu penses que c'est une zone où il vaut mieux être déprimé, ou est-ce que c'est une zone où il vaut mieux être excité? Excité, c'est pas le bon terme, il faut pas s'exciter, mais optimiste, ok? Pas espoir, hein, optimiste, c'est-à-dire rationnel, quoi. Rationnel plutôt. Est-ce qu'autour de toi, il y a beaucoup plus de gens qui sont déprimés et qui pensent aux 10 000, ou est-ce qu'autour de toi, il y a beaucoup plus de gens qui pensent aux 50 000? Je dis pas qu'on va aller aux 50, je dis est-ce qu'autour de toi, il y a beaucoup... Mais non, moi, autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui disent ouais, ça va durer longtemps, on va traîner, crise de confiance, capitulation, d'ailleurs ça va pas, l'économie, le Bitcoin, ça... J'ai beaucoup plus de gens comme ça autour de moi. Pas les passionnés comme vous, là, pas vous qui êtes ici. Je te parle des gens un peu plus retail, tout ça. Voilà. Et donc, si tu reprends l'histoire de tout ce qui s'est passé dans le Bitcoin et les cryptos, dans ces moments-là, c'était les bottoms. Donc pourquoi pourquoi en ce moment pourquoi en ce moment tu te comportes comme s'il fallait se comporter si c'était un top de marché? C'est dans les tops de marché qu'il faut se comporter comme ça. D'accord? C'est quand le Bitcoin a fait plus 800, plus 1000, plus 1200% qu'il faudrait normalement... Alors, on n'y arrive pas, je te cache pas la vérité. Moi aussi, je suis plus, entre guillemets, pas marrant en ce moment, et j'étais excité quand on était sur les tops. On l'a tous un peu, ça, il faut pas le dire. Même le plus grand des traders, tout ça, voilà, quand ton wallet il se démultiplie, bon, ben, on est tous excités. Mais purée, il faut arriver à le faire. Maintenant, quand tout le monde est excité, les plus sages, les plus anciens, te le disent, ils prennent des profits. Doucement, ils te le disent pas, mais ils prennent des profits. C'est toujours comme ça que ça marche.
qu'est-ce que vous allez faire pour le prochain cycle? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, en ce moment, est-ce que c'est le moment d'avoir les yeux rivés sur la déprime? Est-ce que c'est vraiment si déprimant? Allez, on va le faire, parce que je sais que les wallets ont saigné, il y en a beaucoup qui veulent pas aussi entendre que si on va aux 10 000, ça fait mal. Hein. Allez, on va le faire. Si d'ici là, on part au 10K, ça fait moins de 30% de plus. Je dirais, est-ce qu'on est à ça près maintenant pour ceux qui ont holdé depuis ici? Depuis les tops, là? On s'en fout. Mais comme s'il faut, ça n'arrivera pas, pourquoi tu te réexposes pas un peu ici? Pourquoi tu dis, oui, mais t'as vu, il y en a qui appellent une dernière mèche de capitulation? T'es trader ou t'es investisseur? Allez, Porsche va lancer 7500 NFT à utiliser dans un monde virtuel. Ça avance, hein, ce monde-là avance. Hein. Porsche fait ça, BMW va obtenir des marques du Web3. Voilà, donc vous allez lire tout ça. Je vous mets les liens là-dessus, ceux qui sont des passionnés de NFT. Le premier jeu, c'est tout simplement Dogami. Donc, Dogami, c'est un jeu dans lequel on va s'occuper d'un petit chien un peu à la Nintendogs ou à la Tamagotchi. Le jeu avait fait parler de lui parce qu'il est financé par Ubisoft en partie. Donc voilà. Désormais, il y a le soft launch qui est disponible dès aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous occuper de votre chien sur l'application mobile et vous allez pouvoir d'ores et déjà gagner de la crypto avec qui s'appelle le Doga. Donc voilà, c'est la monnaie du jeu. Pour ça, en revanche, il va falloir effectuer au moins une action avec chacun des chiens que vous possédez chaque jour. Et dans ces actions-là, il y a l'entraînement à la propreté, il y a le fait de jouer avec votre chien, de le caresser, de le nourrir et de le nettoyer. Donc ce sont toutes les actions qu'on voit ici sur la petite barre. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le mood et dans la vibe Tamagotchi Nintendogs, eh bien ce projet est fait pour vous. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.